On se retrouve pour le défi du jour, hein, et on a John Hammond. Donc, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, allez voir sa chaîne, hein. Vraiment très très bon gars, très gentil, extrêmement professionnel, bien plus compétent que je peux l'être, qui vous apprendra plein de choses. Abonnez-vous à sa chaîne. C'est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos et surtout, voilà, c'est un red teamer confirmé. Il est excellent. C'est pas un petit joueur comme moi. Plus sérieusement, mais c'est tout en anglais, ok? Donc c'est lui qui nous a fait le CTF et ça s'appelle Sac de jouets du Père Noël. Donc là, on va arrêter le Linux, hein. On va maintenant parler un petit peu de Windows et plus précisément, on va parler des ruches, hein, ce qu'on appelle des hives. Donc c'est Hive, qu'on traduit par ruche et on va essayer de comprendre toutes les informations qu'on peut corréler, hein, qu'on peut extrapoler à partir de journaux de transcription PowerShell, comment on peut récupérer des données dans le fameux registre Windows, hein, que vous avez dû voir au moins une fois dans votre vie. Ça nous permet de bidouiller des paramètres cachés de Windows, ça nous permet de faire des attaques, hein, puisque avec une clé de registre, je peux demander à votre ordinateur de charger mon virus au lancement, hein. J'ai juste à créer une clé de registre et de le placer au bon endroit dans la partie par exemple démarrage automatique. Et qu'est-ce qui va se passer? Votre ordinateur démarre, ok? Il charge la clé de registre, ok? Et mon payload peut être très simple. Ça peut être quoi? Un listener multipreteur euh, MSF console, ok? Via Metasploit, ok? Qui va ouvrir une communication vers mon serveur de command and control, ok? Donc à chaque fois que vous relancez la bécane, eh ben, il y a une nouvelle connexion qui s'établit entre mon ordinateur et le vôtre. Ok? Donc le premier truc quand vous êtes piraté, c'est déjà d'aller voir s'il n'y a pas de ces fameuses clés de registre qui se lancent, hein. Et vous savez que cette technique en cyberattaque s'appelle la persistance. Ok? Je vous ferai encore des cours, hein, parce que c'est généralement les dernières étapes qu'on voit dans une cyberattaque, puisque il faut avoir vraiment une bonne connaissance de l'ensemble, déjà des phases d'énumération, de reconnaissance, comment arriver à avoir le foothold, comment faire ensuite de la post-exploitation. Et dans ces périodes, dans ces techniques pardon, de post-exploitation, on a quoi? On a l'évasion, contourner les antivirus, les systèmes de protection, et on a la persistance. Ajouter de la persistance, c'est-à-dire que je puisse me reconnecter à la machine que je pirate quand je veux, où je veux. Je vais faire un petit résumé, hein. Moi, vous savez, je suis pas très intelligent, donc je vais me baser sur un article de Wikipédia que je vous conseille de lire. Ok, je vous le mettrai en ressource sur le registre Windows, ni plus ni moins, hein. Il faut comprendre quelques concepts. Donc, on appelle ça la base de registre, hein. Le BDR, c'est une base de données en fait qui est utilisée par le système d'exploitation Windows. Elle contient en fait les données de configuration du système d'exploitation et de tous les logiciels qui sont installés sur votre machine. Alors, il y a deux cas de figure. Si le logiciel est plutôt bien codé, j'ai envie de dire, et qu'il respecte le protocole, entre guillemets, il va se servir de clé de registre. Ok? C'est une installation propre. Ok? Mais vous avez beaucoup de logiciels où, en fait, au lieu d'utiliser des clés de registre, ils vont utiliser d'autres endroits, ok, de votre système de fichiers, notamment, pour s'installer. Ok? Mais on peut dire que, allez, on va avoir les trois quarts des logiciels installés qui créent des clés de registre et on va pouvoir sauvegarder, modifier ces clés de registre ou même les effacer. Hmm. Donc, qu'est-ce que vous faites techniquement quand vous installez un programme? Le programme, entre autres, hein, il ne fait pas que ça, mais il va venir installer des clés de registre pour dire à Windows, écoute, tiens, moi j'ai été installé à telle date, j'ai besoin de telle DLL, les fameuses DLL, les librairies dynamiques partagées, hein, sous Windows, et voilà tout ce que j'ai besoin pour me lancer. Et si tu veux me rechercher Windows, tiens, je te dis le chemin, hein, où je me trouve, sur quel disque dur, quel volume, quelle partition, etc., etc. Toutes les métadonnées, hein, qu'on peut avoir. Donc en 2009, on a Microsoft, hein, qui change. Avant, ça s'appelait un BDR, ça devient le registre Windows, mais c'est le même principe. C'est une base de données, ni plus ni moins.
Donc le plus souvent, les utilisateurs modifient la base de registre de façon transparente via une interface graphique, hein, c'est celle que vous avez sous les yeux et qui s'appelle l'éditeur de registre. Ok, l'éditeur de registre me permet d'éditer le registre Windows. Ok, et on l'appelle entre nous, hein, c'est le reg edit. Si vous tapez reg edit, vous allez lancer la commande pour afficher l'éditeur de registre. Ok, sinon vous faites une recherche dans la GUI, dans l'interface graphique. Donc, il n'y a pas de garde-fou et le logiciel ne vérifie aucunement les paramètres qui sont modifiés par l'utilisateur. Donc, c'est le meilleur moyen d'endommager votre système, ok? De faire crasher votre Windows, d'ouvrir des portes dérobées, de faire des mauvais réglages de configuration, ou à l'inverse, si vous savez ce que vous faites, en modifiant les clés de registre, vous pouvez sécuriser Windows, qui ne l'est pas par défaut, ok? Enfin, si, mais pas tout à fait, hein. Généralement, en entreprise, le premier truc, on va renforcer, hein, on appelle ça du hardening, ok? On va sécuriser un tant soit peu le Windows, puisque par défaut, il y a plein de réglages de sécurité qui ne sont pas actifs, ok? Donc, je vais vous parler de quelques trucs, on pourrait en parler pendant des heures, hein, même j'ai envie de dire, on pourrait écrire un bouquin de 300 pages sur le registre Windows. Donc, comme vous le savez, on va aborder certains concepts et après, ça sera à vous d'aller récupérer toutes les informations pour comprendre, mieux comprendre comment ça fonctionne. Mais concrètement, c'est historique, hein. Vous vous rappelez ou pas, vous étiez peut-être trop jeune, mais moi, le premier Windows que j'ai eu, c'était Windows 3.1, hein. Donc c'était 1991, 92, 93. Et la base de registre, elle est apparue justement depuis Windows 3. Ok, et elle était assez restreinte en fait. Elle servait exclusivement à associer un fichier, une extension de fichier, avec une application qui permettait soit de l'éditer, soit de le visualiser. En 1993, avec la première version de NT, donc qui est une version améliorée de la série Windows 3, après on a eu Windows 4, 5, etc. Et enfin on a eu NT. Elle est étendue et comprend un ensemble de clés hiérarchiques et de valeurs. La base de registre est enregistrée dans plusieurs fichiers qu'on appelle des hives, ok, des ruches en français. La base de registre a ensuite été reprise dans Windows 95 en 1995 et cette base de données de configuration remplace la plupart des multiples fichiers d'extension INI, hein, les fameux fichiers INI, et vous voyez que même dans vos applications, il n'est pas rare de retrouver encore ces anciens fichiers d'extension .ini. Et également ses prédécesseurs. On avait boot.ini. Et c'est pareil, même dans Windows 10, vous pouvez encore retrouver les vestiges des anciens Windows, hein, puisque Windows a évolué de façon historique, c'est-à-dire que on est passé d'une version à une autre et il n'y a jamais eu de rupture franche en fait. C'est pour ça qu'on retrouve certaines architectures qui ne sont plus utilisées mais qui persistent au sein du système d'exploitation. Et c'est assez marrant si vous avez l'expérience de retrouver des choses qui étaient utilisées il y a 10-15 ans. Ok, mais qui persistent, même si elles sont plus utilisées, on voit qu'ils les ont pas retirées. Donc voilà. Après, à vous de juger du professionnalisme de Windows ou pas. Voilà. Donc plus sérieusement, ce qui nous intéresse nous, et on va parler du Security Account Manager, hein, donc le manager de compte de sécurité en fait, hein, si je dois traduire vulgairement, c'est l'une des parties les plus importantes de la base de registre sous Windows NT. Ok, donc si je parle de NT, hein, on va parler de cette près des années 93 jusqu'à 2021. Ok, bientôt 2022. Ok, donc Windows 2000, Windows NT et tous les successeurs qu'on a eu, hein. On a eu XP, on a eu Vista, on a eu Windows 7, on a eu Windows 8. Ok, et je parle pas des versions serveurs. Ok, donc qu'est-ce qu'on a là-dedans et pourquoi les hackers veulent absolument attaquer SAM, SAM, la base SAM? Eh ben, c'est parce que on a par défaut les mots de passe qui sont là-dedans. En fait, hein. Les mots de passe ne sont pas chiffrés sous Windows NT et après on s'est dit bah, il va falloir peut-être les chiffrer ou au moins utiliser des fonctions de hachage, hein. Vous savez que le hash en théorie, hein, encore une fois, nous permet de faire qu'une opération. Je peux prendre un mot de passe, le hacher, mais en théorie,
encore une fois, entre guillemets, je ne peux pas prendre un hash et retrouver le mot de passe. Vous savez malheureusement que comme tout en informatique, c'est tout à fait possible. On passe notre temps avec les CTF à craquer des haches, ok? On a H4 pour ça, on a John the Ripper, etc., etc. Mais en théorie, mathématiquement, ce n'était pas possible. Après, c'est dû à des faiblesses, mais je rentrerai pas dans les détails, il y a toujours des failles, comme vous le savez, sinon les services de renseignement ne pourraient pas faire leur boulot. On leur passe un petit coucou. Plus sérieusement, sous Windows NT4, on a la base de registre qui servait à la fois pour les utilisateurs locaux et les contrôleurs de domaine. Vous savez qu'en entreprise, on a ce qu'on appelle l'Active Directory, l'AD, et c'est plus basé sur SAM. SAM, c'est en local, ok? C'est sur des postes clients. L'Active Directory, ce sont des serveurs et on a des DC. Les DC, c'est les domaines contrôleurs, qu'on appelle contrôleurs de domaine. Ok? Donc c'est notre technologie. Mais on retrouve sur les postes clients, si je dois pirater votre Windows, je vais attaquer pas un contrôleur de domaine. Je ne suis pas en entreprise, je vais m'intéresser à votre base SAM. Ok? Et pas que. On va le voir pourquoi. Donc on a un utilitaire qui s'appelle Siski, ok, pour sécuriser cette fameuse base SAM, parce que par défaut, malheureusement, la sécurité était extrêmement faible, hein. Et la Siski permet de renforcer le chiffrement des mots de passe. Donc le hachage des mots de passe était initialement basé sur du MD4, hein, ce qu'on appelle du digest en cryptographie. Et là, ça s'appelle MD pour Message Digest 4. Et ensuite, on a amélioré, on est passé au MD5. Ça, c'était il y a 20 ans. Ok. Aujourd'hui, vous savez que n'importe qui avec une carte graphique qui vaut à peu près 80 euros est capable de casser du MD5, du MD4 en quelques secondes. Ok. C'est plus. Avant, il fallait des super calculateurs de l'armée. Maintenant, n'importe qui en 2021 avec une carte graphique bas de gamme, ok. Typiquement, ce sont les cartes graphiques entre 20 et 100 euros, on va dire, hein, peut faire ça. À partir de Windows 2000, donc c'est activé par défaut, heureusement, et malheureusement, c'est enregistré la clé de démarrage dans le registre. Ok. Donc on a ce principe du LSAS, hein, qui est un processus qui va quoi? Qui va enregistrer la clé de démarrage dans le registre et la charger en mémoire. Et on peut tout à fait dumper le processus LSAS, même si c'est une attaque qui s'est tellement faite que aujourd'hui, eh ben, tous les antivirus, tous les systèmes de protection vérifient justement qu'on ne puisse pas dumper le LSAS. Mais c'est toujours possible sur d'anciens systèmes. Typiquement, on va utiliser Rubeus ou on va utiliser Mimikat pour faire cette opération. Mais ça sera hors sujet pour aujourd'hui. Donc je m'étendrai pas, allez voir l'article de Wikipédia qui est plutôt bien foutu, qui vous explique ce principe de registre. Et si on a des registres, on a des clés de registre. Là, dans cet exercice, on va parler un peu des clés de registre de SAM, ok, et comprendre le fameux NT system, hein, qui est l'administrateur sur Windows, comment ça fonctionne, ok. Mais dites-vous que dans la ruche, on a énormément de choses, ok. On a de la base de données, des schémas, on a des composants, hein, au niveau de la configuration, on a tous vos drivers, on a la partie hardware, on a la partie SAM, hein, avec les mots de passe, la partie security, software, système, on a le BCD qui est la base de données, on a énormément de choses et qui sont extrêmement sensibles. Donc si on arrive à extraire en tant qu'attaquant certaines clés de registre, on peut tout à fait extrapoler à partir de deux clés dérivées. Quoi? Eh ben, le mot de passe haché via une clé de chiffrement et la dérivée, c'est-à-dire trouver la solution cryptographique, mathématique. Et la solution, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement le mot de passe en clair de l'administrateur. Ok? Donc, quand on attaque une machine cliente Windows, on attaque le poste client, donc on attaquera la base SAM, on aura le compte administrateur local, et quand on attaque une Active Directory, on attaquera le compte de l'administrateur, mais sur le contrôleur de domaine. Ok? Et là, c'est des techniques différentes. Donc, notre ami Max Kiddy, hein, on commence à le connaître, a été informé d'une terrible nouvelle. L'ordinateur portable du Père Noël
qu'il utilise pour préparer son sac de jouets pour Noël a disparu. Nous pensons qu'un sbire de la Greenwich Enterprise, encore, l'a volé, mais nous devons le découvrir avec certitude. C'est à nous de déterminer quel acteur a compromis l'ordinateur portable et de récupérer le sac de jouets au Père Noël. Malheureusement, The Best Festival Company a un minimum d'outils de surveillance sur l'ordinateur portable du Père Noël. Il est le patron, après tout. Tout ce que nous avons pour travailler, ce sont les journaux de transcription PowerShell que nous avons pu récupérer à distance juste après sa disparition. Vous pouvez trouver les journaux de transcription dans Santa's Laptop Log sur le bureau de la machine virtuelle de Windows connectée. Donc, on va démarrer la machine. Je pense qu'on va se connecter en RDP. On va aller voir un peu. Si vous n'êtes pas familier, les journaux de transcription PowerShell capturent l'entrée et la sortie des commandes Windows PowerShell, ce qui permet à un analyste d'examiner ce qui s'est passé. Typiquement, quand vous travaillez dans un SOC, que vous faites du blue teaming ou du purple teaming, qui est un mélange de red teaming orienté blue teaming, ok? Les rouges attaquent, trouvent les failles et ensuite expliquent aux équipes bleues comment réparer les failles, comment les colmater. Ok, typiquement, c'est un terme encore, c'est un acronyme qui est utilisé dans l'armée, le SOC, mais maintenant, on s'en sert dans le secteur civil. Un SOC, c'est le Security Operations Center. Dans une entreprise, c'est une division qui assure la sécurité et l'organisation, et surtout le volet sécurité de l'information. C'est ce qu'on appelle l'infosec, la sécurité de l'information et également la sécurité des opérations. Ok, vous savez que les données aujourd'hui, l'information, je vous le dis toujours, c'est l'or noir, ok? Si je peux accéder à l'information rapidement dans mon entreprise, j'aurai un avantage concurrentiel par rapport à mes concurrents. Justement, si un de mes concurrents arrive à lancer une cyberattaque sur mon entreprise pour me voler des informations, et ben du coup, il y a une faille dans ma sécurité de l'information et mon concurrent va pouvoir avoir un avantage concurrentiel sur ma société. Ok? Donc c'est important. Et sécurité des opérations, c'est-à-dire qu'en production ou autre, je veux pouvoir faire fonctionner mon activité, mon entreprise, sans qu'elle soit entachée par des événements extérieurs. Je vous ai dit, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des catastrophes naturelles, ok, des tempêtes, il peut y avoir des actes de cyberguerre, de cyberespionnage ou des cyberattaques. Donc tout ça, c'est garantir tout le temps la sécurité de l'information, la sécurité des opérations. Et ça passe naturellement par l'analyse des logs, par tout ce qui est fait sur les machines. Ok, on a des analystes de sécurité. Ok, des analyses de sécurité, des analyses de production aussi, euh, comme moi je l'ai été quand j'étais plus jeune. Ok, donc ça fait référence donc à SOC, dans un bâtiment, qu'il s'agit d'un lieu qui supervise en fait le site, avec les logiciels de traitement de données spécifiques. On va vérifier les ACL, les contrôles d'accès, mais aussi en termes physiques, c'est la barrière au niveau des véhicules, les entrées-sorties, les caméras de surveillance, caméras infrarouges, le contrôle des lumières, de la climatisation, tout ça. C'est vraiment le SOC. Ok. Donc on a un SOC au niveau de l'armée américaine, c'est l'US Cybercom, ok. Ça s'occupe c'est interarmé, donc des forces armées et de combat, et c'est eux qui supervisent toutes les communications, et la sécurité au niveau des agences fédérales et de l'armée américaine, ok. Peu importe les corps d'armée, c'est-à-dire la Navy, l'US Air Force euh, et l'armée de terre, ok. Donc c'est dans le Maryland, c'est la NSA, c'est sous l'égide aussi de la NSA, et tous les agents de la NSA sont formés au Fort George G. Meade. C'est là que Snowden a fait ses classes. Voilà, le SIGINT, renseignement d'origine électromagnétique, la cryptographie et l'information assurance. C'est le but de la NSA, sécurité des systèmes de communication et de traitement des données. Et les CNO, ok, qui sont utilisés partout, c'est le Computer Network Operation. Pourquoi je vous parle tout le temps des TTP, techniques, tactiques et procédures? Parce que dans les Computer Network Operation, les CNO, c'est là qu'on apprend les TTP. Ok, on forme les militaires à l'attaque, à la défense et au renseignement sur les réseaux informatiques.
Ok? Pas très bon aussi. Unité 8200, parmi les meilleurs hackers au monde. Unité Hatsaf, très très bon. Moins vital, pareil. C'est là que vous avez les meilleurs hackers. Ils seront israéliens. Mais pas que, hein, attention. Il y a l'Iran a de très bons hackers aussi. Dans le monde arabe, on a aussi d'excellents hackers, ok? Mais eux, ils ont parmi les meilleurs outils, et les meilleurs cryptographes, les meilleurs mathématiciens. C'est vraiment des fous en enseignement. Alors là, c'est un très bon site aussi, hein, si vous voulez apprendre le monde de l'espionnage, le SIGINT, le COMINT, ok? Toutes les communications chiffrées, comment ça marche, les noms de code et tout ça. Et en apprendre plus sur la NSA, sur le GCHQ, ok? Toutes les agences de renseignement, vous avez énormément d'informations sur le monde du renseignement, des papiers, de très très bons articles. Euh, que je voulais trouver. Le Taylor Access Office. C'est le top du top à la NSA. TAO Division Code Word. Voilà. Là, vous avez le TAO. Le TAO, c'est eux qui gèrent les CNO. C'est là-dedans que travaillait Snowden, en fait. Ok? Donc, c'est typiquement hein, les meilleurs hackers et on leur apprend à développer, hein, à crafter des hacks, hein, des machines de fou et à faire de l'espionnage. Hein. Espionnage ou des cyberattaques. Et vous voyez qu'on retrouve ce principe de CNO. Ok? Donc tout est à là-dedans et un peu comme l'unité 8200, le TAO, le Taylor, Access Office, ce sont les meilleurs hackers de la NSA. Ok? Quand vous êtes au top du top, c'est là-dedans que vous allez travailler pour des opérations offensives. Hein, quand on fait du SOC, j'y arrive. Je retombe sur mes pattes. Donc, en règle générale, la transcription PowerShell peut être activée par la stratégie de groupe. Hein. Vous savez qu'on a beaucoup de ce qu'on appelle des GPO. Hein, c'est des group policies. C'est des stratégies de groupe. Je vais pouvoir définir des stratégies de sécurité. Hein, on a même un outil qui nous permet de faire ça. Mais une autre épingle consiste à configurer le registre Windows. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Transcription, ok? Vous avez la possibilité de choisir si votre ordinateur, et je vous conseille de le faire, eh ben, enregistre tout ce qui se passe, puisque le premier vecteur d'attaque, si c'est pas sécurisé, on va se servir de payload en PowerShell pour faire des attaques, ok? On a une quinzaine d'outils sur Kali Linux qui nous permettent de faire des attaques via PowerShell. Ok. Et si vous avez un mauvais antivirus, s'il n'y a pas de journalisation, de stratégie de groupe qui bloque le PowerShell, ok, eh ben vous risquez d'avoir des problèmes. Ok, on pourra très facilement pirater votre ordinateur. Donc, bien que vous n'ayez pas besoin d'utiliser ces commandes pour ces tâches, ci activeront la journalisation de transcription PowerShell pour un autre local si elle est entrée dans un invité de commande administrateur. Ok? Donc, bah, pourquoi pas, hein. Hop, là, je vais vérifier sur ma machine que c'est fait. Opération a réussi. Ok. Voilà. Maintenant, on va pouvoir aller dans le journal d'événements, l'event logger, ok? Et dès qu'il se passe des trucs bizarres sur ma machine, maintenant, bah, ça sera enregistré. Bon, j'avais déjà forcé, hein. C'est juste pour vous montrer si vous voulez les activer. Vous lancez un PowerShell en mode administrateur. Je reviens sur le Linux. Hop. Donc, voilà les clés de registre. Et le registre Windows est une grande base de données, de paramètres et de configuration du système d'exploitation. Il est organisé, comme je vous le disais, par ruche. Chaque ruche
contient des clés et leurs valeurs correspondantes. Vous savez qu'en base de données, maintenant, si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez qu'on parle en termes de clés et chaque clé a sa valeur associée. Le journal de transcription PowerShell peut être activé de cette manière par utilisateur via une clé, un HK Current User, plus rush du registre ou sur l'ensemble de l'autre via HK Local Machine. C'est ce que j'ai fait là, techniquement. Heureusement, l'ordinateur du portable du Père Noël avait cette machine activée, avait cette possibilité activée à l'échelle de la machine. Ok? Donc vous comprenez bien que si vous faites un HKey current user, ça va enregistrer que les modifications que votre compte fera au niveau de PowerShell. Si jamais vous mettez local machine, c'est sur l'ensemble de la machine. On a tout intérêt à faire ça. Pourquoi? Parce que si le hacker arrive sans compromettre votre compte à se créer un autre compte admin, vous verrez pas. Ok? Par contre, si vous faites du local machine, tous ceux qui utiliseront du PowerShell et qui essayeront de le militariser pour hacker votre machine, vous verrez ça. Ok? Donc c'est important. Moi, je vous conseillerais d'ajouter, comme je viens de faire, ces 3 lignes. Et après, je vous ai fait des cours en blue teaming pour apprendre à lire, rechercher les événements dans le journal d'événements, ok? Pour voir si on n'a pas piraté votre machine, ni plus ni moins. Et je vous conseille de le faire au moins une fois par mois. On fera des cours de blue teaming, hein. Vous savez que moi j'aime l'offensif. Le blue teaming, j'aide les gens qui travaillent en blue teaming, mais mon plaisir c'est de faire de l'offensif. Ok, j'aime pas le blue teaming en soi, mais généralement c'est plus facile. Il vaut mieux apprendre déjà la défense que l'offensif. L'offensif est beaucoup plus dur que le défensif. C'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes salaires, c'est pas les mêmes postes, c'est pas les mêmes fonctions, c'est pas la même mentalité, ok? Moi, j'ai la mentalité offensive. Je suis red teamer. J'ai pas la mentalité blue teamer, ok? Après, c'est en fonction aussi de votre psyché et de comment vous êtes, ce que vous aimez faire, ok? Moi, j'aime hacker et aider les gens à protéger leur machine. Mais il y a des gens qui préfèrent défendre, ok? Je vous ai dit, rouge attaque, bleu défend. De toute façon, après, je sais pas dans combien de temps, mais je commencerai les cours sur le red teaming. On verra d'où ça vient. Ça vient de l'armée, je peux vous le dire. Et comment c'est né, ok? Il y a plus de 70 ans maintenant. On fera un peu de géopolitique, on parlera du monde du renseignement, on continuera les cours sur la cyberguerre. Bref, retournons à nos moutons. Maintenant que je vous ai présenté ça, on va voir un petit peu comment on peut répondre aux questions. Ça sera pour la deuxième partie.